Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 69 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Vous n'êtes pas sans savoir que nous recourons à la PMA pour construire nos familles, parce que nous présentons une infertilité sociale. Nous ne pouvons concevoir nos enfants sans passer par un don de gamètes. En revanche, nous pouvons aussi être touchés par une infertilité médicale. Une petite partie d'entre nous aura besoin d'avoir recours à la fois à un don de spermatozoïdes et à un don d'ovocytes. C'est le cas de Virginie et Stéphanie. Virginie présente une endométriose sévère qui lui impose des interventions régulières et une réserve ovarienne faible. Après plusieurs échecs, elles n'ont plus beaucoup d'espoir quand on leur propose de bénéficier d'un don d'ovocytes. Pour Virginie, il reste du chemin à parcourir pour accepter de ne pas transmettre sa génétique. Pour Stéphanie, ce chemin est déjà fait, elle a été adoptée étant enfant, et elle aime ses parents plus que tout au monde et ne ressent absolument pas le besoin de s'informer sur ses origines. De fait, rapidement les freins tombent, et elle se lance dans cette nouvelle aventure qui leur apportera leur petite loup. Virginie a souhaité enregistrer le témoignage dont elle aurait eu besoin pour se sentir sereine dans ce choix. Elle avait la chance d'avoir celui de Stéphanie. Alors elle a souhaité apporter sa voix pour permettre à toutes de faire un choix éclairé. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Enregistrement qui a un thème un petit peu particulier pour lequel quelqu'un est venu, une de mes auditrices est venue vers toi si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Pour que tu nous racontes ton histoire, votre histoire autour de l'accès à la parentalité. Aujourd'hui, on va parler du double don, donc don d'ovocytes et don de spermatozoïdes dans le cadre d'une PMA. Oui. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter, parce que si je te dis ça, c'est que on t'a déjà découvert et on a déjà découvert l'histoire de votre rencontre sur un des épisodes de la Saint-Valentin. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo rapide? Eh ben oui, avec plaisir. Donc, je vais pas spoiler mon podcast, hein. Donc, moi, c'est Virginie. Virginie, 40 ans, malheureusement. Mais non. Infirmière. Maman d'une petite fille, mariée à une super femme qui s'appelle Stéphanie. Et donc, on s'est rencontrés il y a 5 ans grâce à l'application Tinder. Invraisemblable, mais vrai. Donc, ça fait 5 ans qu'on vit le parfait amour avec plein de projets. Et puis, surtout, le projet de devenir maman et de fonder notre propre famille. Donc, merci Tinder et puis voilà, l'aventure continue. Je crois que c'est ce qui était ressorti du dernier podcast, hein, c'était merci Tinder. C'est pas et Tinder merci les copines aussi. Mais c'est Tinder. Voilà, un peu surprise quand même, mais bon. Ouais, un peu surprise. Alors, on va pas retraiter de l'histoire de votre rencontre, mais par contre, est-ce que tu peux me raconter comment vous avez avancé dans votre relation avant d'en arriver à parler de la parentalité? Alors, quand j'ai rencontré Stéphanie, quand j'ai vu que notre relation commençait à être vraiment sérieuse, je lui ai fait part de mon désir d'être maman et que c'était un désir qui était là depuis toujours. Qu'avec mes anciennes compagnes, j'avais essayé de tomber enceinte, de fonder une famille, mais que ça n'avait pas fonctionné. Je suis atteinte d'une endométriose sévère, donc compliqué si on n'est pas suivi par des bons médecins et des bons gynécologues, surtout dans le cadre de la PMA. Clairement. Donc en plus de ça, j'avais des fibromes. Donc voilà, avec mes anciennes compagnes, échec sur échec, sans explication.
Et je demande à Stéphanie si elle est OK pour partir dans l'aventure fonder une famille. Stéphanie, pour sa part, elle a jamais eu le désir d'être maman. Elle a 50 ans. Voilà, elle a jamais eu ce désir-là, ni de porter, ni d'être maman. Sauf que je rentre dans sa vie et j'ai ce projet-là. Et pour elle, ça a été une évidence de dire, bah oui, go, on y va. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc, on l'a réfléchi. J'avais une opération de prévue pour l'endométriose, justement, avant de pouvoir commencer le parcours PMA. Parce que, voilà, avec cette fichue maladie, je suis souvent opérée. Donc, souvent, tous les 2-3 ans, je passe au bloc pour faire un petit check-up à l'intérieur. Voilà. Donc, me voilà partie pour l'opération. Et à l'issue de ça, on a décidé de choisir une clinique qui nous parlait et pour laquelle on avait des bons échos. On s'est tourné vers l'Espagne. J'ai le droit de dire la clinique ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Du coup, on s'est tourné vers Eugin, en français, Eugine en anglais. La plus classique et la plus connue. Voilà, sur Barcelone, on est allé. Donc, avant de lancer tout ce projet-là, on a voulu rencontrer l'équipe médicale. Donc, nous sommes allés en Espagne en novembre 2018. Est-ce que je peux te demander si, avec tes précédentes compagnes, tu étais déjà passée par un parcours de PMA ou pas du tout ? Oui. J'étais allée faire des IAD en Belgique, à Charleroi. D'accord. Et alors ça, c'était avec une. Et avec une autre, j'étais allée faire des IAD en Espagne, à Barcelone, à Tecnon, à l'hôpital Tecnon. D'accord. Et à chaque fois, ils ont pris en compte ton endométriose ? Pas du tout. D'accord. Mais alors, pas du tout. À Charleroi, j'avais l'impression d'être juste un numéro qu'on appelait, on écarte les jambes et on insémine. En Espagne, c'était différent, mais pas de suivi par rapport à l'endométriose. Donc, D'accord. À chaque fois, c'était 1 500 € et on se basait pas du tout sur ma maladie. Ah ouais, c'est assez Donc, fou. voilà. Mais on devait y être au même moment, parce que ma grande, elle a 10 ans. Enfin, elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans, là. Ouais, mais j'ai pas... Ouais, c'était... Ouais, non, on n'a pas du tout le même vécu. Mais après, je comprends, hein, ça dépend tellement des médecins, des jours, enfin, tu vois, ça dépend de tout. Mais moi, je recommande Charleroi, justement, parce que j'ai trouvé que c'était hyper... qu'on faisait vraiment attention à nous, que c'était hyper prévenant, tout ça. Et puis les 2 visites de psychologue, enfin, c'était... Ouais, ça, ouais. Mais bon, c'est l'obligation en Belgique, quoi. Ouais, mais du coup, c'était lourd, quoi. Ah ouais, quand mais tu c'est sûr. tapes 8 heures de route de Grenoble, parce qu'à l'époque, j'étais à Grenoble. Waouh. Bah ouais, j'étais à Grenoble, donc tu tapes 8 heures Mais oui, de route. c'est vrai que t'étais à Grenoble. Un entretien d'1 heure où tu te sens un peu jugé, où tu croises les doigts de dire, bon, allez, est-ce que ça va passer Bah ouais, c'est clair. Moi, je comprends complètement. Mais c'est rigolo, on était dans la même. Mais oui, dans la même et au même moment, hein. C'est fou. Ouais. Et donc sur l'Espagne, ils n'avaient pas pris non plus en compte ton endométriose. Non. Ouais. Donc ce qui explique que ça n'avait pas fonctionné. Hein. Technon, quoi. Ouais. Bah en fait, on m'a fait que des IAD, on m'a jamais parlé de FIV en fait. Ouais, mais après ouais, c'est sûr qu'on aurait dû te parler de FIV parce que vous avez abandonné votre parcours parce que il n'était pas fructueux, on va dire. À chaque fois. Parce que financièrement, ça a bloqué. Bah oui, non mais c'est sûr. Enfin, je me doute bien que. Donc à un moment donné, tu fais une pause, t'essayes de penser à autre chose et tu repars, quoi. Ouais. Mais ouais, en Espagne, j'ai fait deux fois, c'était 1 500 € hein, à Tecnon. Donc ouais. D'accord. Okay. Après, Charleroi, c'était beaucoup moins cher. Hein. C'était aussi pour ça qu'on avait choisi Charleroi. Mais bon. Ouais. C'est vrai. Et du coup, Eugine, tu n'y avais pas réfléchi sur tes premiers parcours. Là, ça a été une évidence. Tu as parlé tout de suite de l'endométriose. Comment ça s'est passé ? Alors, dans un premier temps, on a eu un premier contact en visio avec l'équipe de Eugin. On a discuté en visio. J'ai parlé de ma maladie. Ensuite, on a été mis en contact avec un gynécologue et avant de commencer le parcours, on leur a demandé si on pouvait se rencontrer en vrai et pas en visio, qu'on voit les locaux, qu'on rencontre le personnel, voir si vraiment ça convenait par rapport à ce que nous on attendait de la clinique. Donc ça s'est bien passé. On est allé donc en novembre 2018 en Espagne.
On a rencontré l'équipe, on a fait le tour des locaux. Le gynécologue, il m'a bien expliqué par rapport à ma maladie ce qui était possible et ce qui n'était pas possible de faire. Au vu de mes résultats, j'avais une AMH très 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 basse. Donc déjà pour lui, donc dans sa tête, il savait que ça allait pas fonctionner. Mais il a quand même voulu tenter. Donc on est rentré, on y a réfléchi et on a dit allez go. J'ai eu du coup ma première ponction. On est allé en novembre 2018. J'ai eu ma première ponction en février 2019. Avec ils ont réussi à prélever 6 ovules, je crois, dans mes souvenirs. Ah oui, c'est pas mal du tout sur une AMH. Ouais, 6, 2 qui ont bien pris. On est allé jusqu'à J3 et ils m'ont implanté les 2. Donc pendant 15 jours, gros stress parce que ils t'ont implanté les 2 en même temps? Ouais, les 2. D'accord. On me dit, je me suis dit, allez go, si les 2 ça accroche. S'il y en a un sur les 2 qui accroche, il y en aura un sur les 2. J'avais pas mis l'option aucun des 2 en fait dans ma tête. Oui, d'accord. J'y allais vraiment positive en me disant bon allez, ça va marcher. Oui. Du coup, l'échec elle est très 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 difficile à vivre. Ouais. Parce que tu l'avais anticipé quoi, que ça fonctionnerait. Et puis surtout l'issue c'était de se dire on va me proposer un double don. Tu avais déjà cette idée-là en tête en fait. En fait, il nous avait expliqué qu'on essayait d'abord avec mes ovules et derrière, si ça ne fonctionnait pas, de pas retenter, mais plutôt de partir sur un parcours de double don. D'accord, ok. Donc pour moi, le premier essai, ça allait être le bon en fait. Je m'étais dit, allez, avec mes ovules, ça va fonctionner. Parce que psychologiquement, j'étais pas encore prête à me dire que je pouvais accueillir un embryon de personnes qui n'étaient pas moi. Oui, voilà, parce qu'il y avait tout ce chemin-là à faire, hein, c'est sûr. C'est ça. Donc, échec fin février. Grosse discussion au téléphone avec le gynécologue autour de ce nouveau projet, du coup. Et là, je lui dis, écoutez, de mon côté, il faut que je chemine. Ce qui était plus simple du côté de Stéphanie, qui, elle, a un parcours où elle a été adoptée. Donc, elle ne connaît pas ses géniteurs. Ouais. Moi, je n'ai pas été adoptée. Je connais mes parents. Oui. Mes géniteurs. Et du coup, il fallait que je chemine en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon enfant par rapport à ça si moi, je ne l'accepte pas. Donc, il a fallu d'abord que je chemine pour l'accepter. Bien sûr, bien sûr. Donc, gros travail là-dessus pendant 3 mois, où on en a beaucoup discuté en couple. Grosse discussion. Et puis... Elle a dû pouvoir te rassurer, non? Oui, oui. Surtout quand je vois que elle est pas du tout en recherche de ses géniteurs. Ses parents sont... Oui, voilà. T'avais à la maison la réponse à tes questions les plus profondes. C'est ça. Non, mais exactement. En plus, je sais comme elle aime ses parents... jamais dans son parcours, elle a souhaité savoir qui l'avait mise au monde. Ouais, c'est hyper rassurant. Ouais, donc du coup, c'est plus ce Steph qui m'a fait avancer là-dessus. Et 3 mois après, on a rappelé le gynécologue d'Espagne et on a discuté avec lui et je lui ai dit, allez, go, on y va. Donc là, traitement totalement différent d'une ponction... C'était classique. Totalement différent. Ouais. C'était beaucoup plus soft, on va dire. Ouais. J'avais juste une intramusculaire de décapeptile et ensuite des patchs de Viveldot à mettre sur le ventre tous les 2 jours. Donc rien à voir avec une stimulation où on se pique tout le temps le ventre, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc j'avais des patchs à mettre tous les 2 jours. Donc c'était au mois d'août, ça. Une fois qu'ils ont trouvé la donneuse. Donc, quand ils ont trouvé la donneuse, on a commencé le parcours. Au mois d'août, j'ai commencé tout le traitement. Et le 15 septembre, je trouvais tellement long le parcours,
1 mois et demi en me disant mais ça fait 1 mois et demi que Oui, je suis sous traitement, mais la fille elle ovule jamais la fille. Comment ça se passe? Enfin, je comprenais pas en fait. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? Ouais, du coup je comprenais pas et j'arrêtais pas de les appeler en disant mais c'en est où? Elle est bien en train de faire son traitement? Vous la suivez bien? Vous faites bien ses échographies? Et ils me disaient mais calmez-vous, tout va bien, on vous appelle quand c'est bon. Et donc ils m'ont appelé le 10 septembre. Pour me dire ça y est, il y a eu la ponction, et donc ils ont réussi à féconder 5. Sur les 5, il y en a que 2 qui ont tenu et je me suis dit mais c'est incroyable, il y en a toujours que 2 quoi. Ouais. Et je me dis OK, et nous voilà partis. Après, il en suffit d'un. Oui, voilà, il en suffit un. Et du coup, nous voilà partis. On part un vendredi 13. Je me rappellerai toujours. Je disais à Steph, on prend l'avion un vendredi 13. Allez, ça va nous porter chance. Et on arrive à Barcelone. On décide de passer le week-end avant, du coup, l'implantation. On avait pris un hôtel, franchement, avec super cool, avec piscine sur le toit pour décompresser. Donc la veille, on va sur les Ramblas, on prend des gros shoots de mojito. Je me dis allez, c'est peut-être la première fois en 9 mois que je me prends un mojito. C'est du grand n'importe quoi. En fait, je pense que j'étais tellement zen que bah voilà, ça s'est fait tout seul. Donc le lendemain, il fallait que je puisse avoir la vessie pleine, mais j'ai zappé ça et je suis arrivée à la clinique en ayant bu juste un petit jus d'orange. Donc là, quand ils font l'échographie, ils me disent, mais quelques vous avez mojitos bu? qui restaient peut-être. Bah non, il restait rien. Je dis juste un jus d'orange. Et donc la gynéco, elle regarde, elle me dit, bon, ça va, on voit quand même et tout. Donc il nous montre le petit embryon. Je voulais qu'on m'en implante qu'un seul. Je m'étais dit, oh là là, s'il y en a 2 d'un coup, je me sens pas apte. Et puis, bah, c'était un moment super magique, hein, parce que la première fois, Steph était pas là, elle travaillait. Donc j'étais allée toute seule. Et là, elle était là, elle m'a tenu la main, du coup, parcours complètement différent. Je le vivais à 2, je le vivais plus seule. Bah oui, bien sûr. Et voilà, on est reparti à l'hôtel, tranquille, après-midi au soleil, on a repris l'avion le lendemain. Et nous étions en vacances, donc faire le tour de la famille, vacances, je venais de déménager sur Paris, parce que ça faisait 3 ans qu'on faisait les allers-retours et que là, ça y est, j'étais enfin décidée à venir sur Paris vivre avec Steph. Du coup, très occupée pendant 2 semaines. Et je devais faire ma prise de sang le 31 septembre. Le 30 septembre, pardon. Et le 29, un dimanche, je dis, allez, je fais un test pipi quand même. Elle me dit, arrête. J'y allais. Elle me dit, arrête, on va attendre demain. Il y a plus qu'15 jours. Tu y as pas pensé pendant 15 jours, là. Tu y as pas pensé pendant 15 jours? J'y ai pas pensé pendant 15 jours. Comment tu fais? Eh ben, en fait, on était en vacances, on voyait la famille. Je n'y ai pas pensé, mais vraiment pas. C'était, enfin. Mais t'es la première que j'entends dire ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment fait abstraction. Sauf que le week-end avant, du coup, le week-end avant la prise de sang, là, j'y ai pensé à fond, j'y étais quoi. C'était là, il y avait plus de 3 jours à attendre. C'était imminent et j'y arrêtais pas de lui dire, je sens des gargouillis, c'est bizarre. C'est psychologique. Je dis, non, mais je t'assure, il faut que je regarde. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Et donc, dimanche matin, je me lève et je me dis, allez, je le fais. Et elle était au lit. Et là, le deuxième trait, il a apparu de suite. Mais même, j'ai pas attendu 1 minute. Boum, de suite. Mais là, c'est un truc de fou. J'ai commencé à trembler sur les toilettes, à pleurer, à crier. Et là, Steph, qu'est-ce qui se passe? Et je suis arrivée en pleurs dans la chambre. Regarde, c'est pour mettre maman et tout. Donc, gros moment de joie, de stress, on passe par plein d'émotions que je pense que quelqu'un qui gagne à l'euro-million, c'est la même chose en fait. Ouais, mais en même temps, t'avais tous tes parcours derrière toi aussi, hein. C'est ça. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ouais, c'était un bouleversement là dans ma tête. Du coup, vite la prise de sang du lundi. Prise de sang du lundi qui dit oui, c'est bien là, accroché. Il a fallu que je fasse une prise de sang tous les 2 jours. Pour te rassurer. Oui, et le samedi, il a fallu que je refasse une prise de sang et j'avais saigné dans la nuit. Donc, gros moment de panique dans la nuit.
Et je fais ma prise de sang et j'attends les résultats et j'ai jamais de résultats parce que ma nouvelle mutuelle ne s'était pas connectée à Amélie. Donc du coup, le labo n'avait pas été payé et je n'avais pas mes résultats. Non, Donc punaise. il a fallu attendre tout le week-end. C'était une horreur, hein, parce que j'avais saigné et que Ah je oui, me en plus, disais, c'était le week-end. ça y est. Ouais, j'avais saigné et tout. Donc le lundi, je travaillais à l'hôpital, j'ai pas pu aller. Du coup, Steph est allé avec mon chéquier, ma carte d'identité pour récupérer ces résultats. Fallait qu'on sache si ça avait triplé, quoi. Et oh là là, ça Bah oui, s'était oui, bien sûr. envolé. En fait, les résultats, me les a envoyés, ça s'était plus que triplé, ça s'était envolé. Donc gros soulagement et puis voilà, c'était parti quoi. 6 semaines après, il y avait la première échographie de datation, même si on savait que la datation, Ouais. voilà, on savait. Mais Mhm. voilà, c'était magique. Et voilà, donc parcours où par chance, ça a fonctionné du premier coup avec le double don. Mhm. Aujourd'hui, on sait seulement des donneurs qui ont mon groupe sanguin, on ne sait rien d'autre. Ouais, voilà, j'allais te demander comment ils ont sélectionné la donneuse et le donneur. Quels choix ont été faits? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? À l'époque, on n'était pas mariés. Donc, à Mhm. Eugene, quand tu es pas marié, ils choisissent pas en fonction des deux personnes, ils choisissent en fonction de celle qui va porter. D'accord. Donc, on a un petit peu poussé en disant, essayez de trouver quelqu'un de brun quand même, parce que moi, je suis très, très blonde. Voilà, on leur a dit, on va se marier dans tous les cas. C'est pas aujourd'hui, c'est dans 6 mois. Mais voilà, donc, Lou, quand elle est née, elle était très, très, très brune. Et je m'étais dit, yes, elle a un trait de son autre maman. Sauf qu'aujourd'hui, elle a un peu viré, elle est plus très, très brune. Elle est châtain clair. Mais c'est pas Oui. grave, elle a le mimétisme qu'elle a. Et elle est grande comme elle. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas du tout si ce sont des donneurs espagnols. Je pense que la femme, oui, puisque le traitement était fait en Espagne. Mhm. Le donneur, je ne sais pas. Je me dis peut-être qu'ils ont commandé des paillettes ailleurs. C'est une grosse question. Je leur ai écrit un email il y a cela 1 mois en discutant d'ailleurs avec ton abonnée qui m'a dirigée vers toi quand elle a su que tu cherchais quelqu'un qui avait eu un parcours double don. Petit coucou à la Belgique, du coup. Amandine. Qui m'a dit va vite sur l'Instagram et je lui dis mais je connais pas. Elle me dit mais va vite et elle recherche quelqu'un. Et donc en discutant avec elle, elle me dit est-ce que tu sais J'ai dit non, justement ça me trotte un petit peu en ce moment alors que avant le parcours ça me trottait pas du tout. Donc j'ai écrit un petit email à Eugène pour juste savoir si on pouvait savoir du coup les origines des donneurs Mhm. et un peu leur trait physique. Ouais. Et donc, ils ont répondu à mon mail qu'ils transféraient la demande à un autre service. Mais du coup, ça fait 1 mois et je pense que je n'aurai jamais de réponse à ma Mhm. question. Les dons étaient anonymes? Oui, les dons étaient anonymes. D'accord. C'est la politique en Espagne. Ouais, c'est la politique en Espagne. C'est vrai que plus on avance et plus on voit son enfant grandir, on se dit, est-ce qu'on va avoir telle et telle question de son enfant? Mais après, est-ce que c'est pas pour me rassurer moi que j'ai besoin de savoir? Je ne sais pas. En attendant, j'ai une petite fille en bonne santé, qui grandit bien, qui est aimée, choyée, et voilà. Et je remercierai jamais assez ces personnes qui donnent, parce que le merci, il est pas assez grand en fait. Ouais. Oui, parce que clairement aujourd'hui. Voilà, grâce à eux, on est maman, on a donné vie à une petite fille magnifique. Enfin voilà. C'est merci à ces gens qui sont super généreux. Et par rapport au travail que tu as dû faire concernant l'abandon finalement de la transmission de ta génétique, aujourd'hui, est-ce que c'est encore quelque chose qui te taraude un petit peu ou est-ce que son arrivée, Non, tout est j'y passé, pense quoi? pas du tout. En fait, ouais, c'est mon C'est ton enfant enfant, quoi. et après, voilà, elle vit avec nous, donc il y a plein de choses qui se mettent en place et je me retrouve en elle, donc c'est rigolo. Et même quand je la vois avec sa cousine, je me dis, mais c'est fou, elle a plein de choses de sa cousine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme et voilà, pour moi, c'est ma fille et génétiquement, même s'il y a rien, ça l'est quand même. Et ce qui me fait sourire, c'est quand je rencontre des gens qui ne connaissent pas mon histoire et qui disent oh, mais qu'est-ce qu'elle te ressemble? Et là, mais qu'est-ce que je suis fière. Du coup, voilà. Mais oui, mais c'est clair. Et puis,
on le sait que la mère porteuse, entre guillemets, puisque finalement t'as porté un enfant qui n'était pas issu de ta génétique, on va dire, on sait qu'elle influence les gènes. Pas beaucoup, mais elle influence les gènes, donc elle a forcément quelque chose qui vient de toi, elle a forcément... Enfin, tu vois, il y a des choses que ton corps a réussi à transmettre, voilà, et je crois que c'est l'épigénétique, en fait, tu vois, mais c'est vraiment ça, enfin, moi, je trouve que la nature est fabuleuse. Ah non, mais clairement. Moi, quand je vois ses goûts alimentaires, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ce bébé-là. Non, franchement, c'est magique. C'est un parcours qu'il faut vivre, vraiment. En réalité, faut laisser de côté toutes ces questions. Et si on a ce désir d'être parent, foncez. Parce que la joie que j'ai aujourd'hui et le bonheur de vivre cette chance d'être mère, mais merci la vie. Et surtout avec mon endométriose, parce que... Et puis, je trouve que... c'était pas gagné. C'est ça. Qui avait déjà été bloquante. Oui. Donc du coup... Et je trouve qu'ils ont été relativement rapides à t'orienter dans un parcours de double don et surtout à te trouver une donneuse, parce que finalement, entre le début de votre parcours et ton test de grossesse positif, il s'est pas passé longtemps. En fait, fin février, donc échec. Début juin, je leur ai annoncé que allez, ok. Mi-juillet, ils m'appelaient pour me dire qu'ils avaient trouvé quelqu'un et qu'ils attendaient juste que cette personne ait ses règles et pour lancer le processus. Donc, ok, go. Enfin, je trouve ça hyper rapide, je trouve ça génial. Ouais, mais moi, j'étais trop contente. Et financièrement, forcément, ça a un coût énorme d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Et mes amis avaient mis en place une cagnotte pour que ma famille, mes amis et des gens que je ne connaissais pas puissent participer à ce projet-là. Donc, pareil, j'ai remercié toutes ces personnes qui nous ont permis d'avoir un petit bout du tarif du double don qui n'est pas donné. Est-ce que je peux te demander de combien il est ? On a payé 9 200 €. C'est énorme. 9 200 € parce qu'on est allé jusqu'au J5 de la fécondation. Ouais. Donc, j'ai pas voulu aller jusqu'au J3, j'ai voulu pousser jusqu'au J5, sachant que la première fois, on était allé jusqu'au J3 et que ça n'avait pas fonctionné. Donc là, je m'étais dit, si les J5 tiennent, c'est que ce sont des warriors et que peut-être j'aurai la chance qu'ils s'accrochent. Et ils se sont accrochés. Donc, et c'est le cas. Ouais, il y en a un qu'on m'a implanté qui s'est accroché. Et l'autre embryon, il est resté pendant une année en cryo. Non, 2 ans. 2 ans. Et en septembre, la clinique nous a contactés pour savoir si notre choix était toujours le même. Parce que quand on a commencé le parcours, j'avais dit que je voulais donner les embryons à la science, ce qui restait, en me disant que que je ne désirais pas qu'il y ait un autre enfant issu des mêmes donneurs. Sauf que quand l'échéance est arrivée et qu'ils nous ont contactés, ça a été une évidence pour nous de faire un don de cet embryon à un autre couple. Donc on a fait un don. Je ne sais pas si c'est courant ou pas, mais en tout cas la clinique nous a remercié maintes fois. Ouais, non, je crois que c'est pas très courant. Ouais, de ce don. Et pour moi, ça me semblait une évidence de se dire, des personnes ont fait le don de leur génétique. Et pour moi, ça me semblait normal de faire un don à des personnes qui, comme nous, étaient dans un parcours semé d'embûches. Donc voilà, j'espère que aujourd'hui, ce petit embryon, il s'est accroché dans l'utérus d'une dame. De quelqu'un. Et que ça fera la joie d'une autre famille. Ouais, j'espère aussi. Pareil, ça, je ne le saurai jamais. Mais voilà, je me dis que peut-être quelque part dans le monde, ce petit embryon est devenu un enfant. Ouais, mais par contre, c'est vrai que je savais que tu faisais le choix au moment du début du parcours de ce que tu faisais, enfin si tu conservais ou pas tes embryons. Par contre, j'avais pas notion que c'était au tout début du parcours. Je pensais que c'était une fois que la grossesse était actée, en fait. En fait, tu remplis des documents et dans ces documents-là, ils te demandent déjà ce que tu veux en faire. Et après, à l'échéance, ils t'appellent pour savoir si c'est toujours ce choix-là ou pas. Oui, ouais. Oui, parce que là, t'aurais quand même pu conserver un peu plus si t'avais voulu. Ouais, ça m'aurait coûté du coup 400 € par année de conservation. Sauf que j'ai toujours voulu qu'un enfant. Voilà, j'ai jamais voulu avoir une famille nombreuse. Je voulais tout donner à cet enfant-là.
Donc la faire voyager, voilà, qu'elle manque de rien. Sachant que je suis infirmière et que les infirmières, ça gagne pas très très bien leur vie. Voilà, je préfère du coup pouvoir subvenir à tous ses besoins, même plus tard, en fonction des études qu'elle choisira. Et voilà. Oui, donc c'était très clair pour toi au départ. Il y en a, ils vont dire que c'est égoïste, d'autres non. Après, c'est un choix très personnel. Ça c'est propre à chacun. Voilà, j'ai pas cette envie de vivre une deuxième grossesse, sachant que ma grossesse a été très compliquée en plus de ça, parce que j'ai eu un placenta prévia. Ah oui. Donc j'étais tous les mois hospitalisée parce que je faisais des hémorragies, donc toujours la peur de perdre son bébé. Et j'ai vomi du début à la fin jusqu'à la césarienne. Oui. Donc non, j'ai pris que 4 kilos pendant ma grossesse et on m'a accouchée en urgence à 35 semaines. Oui, à cause du placenta prévia. Oui, et puis j'ai été alitée des 3 mois et demi à la fin, quoi. Oui. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est une particularité de ces grossesses-là, qui engage énormément l'accouchement, tout ça. C'est ça. Et que du coup, même si j'en avais voulu un deuxième, je pense, par rapport à cette grossesse-là, j'aurais été un petit peu sceptique. Je me doute. Donc du coup, la question ne se pose pas parce que j'ai jamais voulu de deuxième. Mais c'est vrai que je me dis que les femmes qui vivent des vomissements toute leur grossesse, ben c'est compliqué. Et en plus, le placenta prévia qui saigne tout le temps, avec toujours la boule au ventre, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Non, franchement, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était dur pour moi, mais aussi du coup pour ma femme qui était en panique tout le temps de se dire mais est-ce que le bébé va être là, pas là, viable, pas viable. Enfin, non, c'était vraiment dur. À chaque hémorragie, c'était dur. Tu m'étonnes. Et alors elle, du coup, justement, qui ne voulait pas d'enfant initialement, comment elle vit cette maternité? Et ben aujourd'hui, elle est très très protectrice, très fusionnelle avec Lou. Un peu trop de protection, je trouve. Pas de fusionnel, mais de protection. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, soit à la crèche, tout de suite, ça prend des proportions. Et je lui dis, oh, mais calme-toi. Hein. Quand elle va aller à l'école, elle va tomber, elle va avoir des bleus. Donc voilà. Ça prend vraiment des grosses proportions. Si Lou, elle se fait mordre à la crèche, c'est très compliqué pour elle de vivre ça. Alors que moi, non, pour moi, je sais que c'est normal chez un enfant de mordre et de se faire mordre, même si normal est un bien gros mot, mais c'est dans le développement de l'enfant, en fait. Bah oui, c'est sûr. Quand un enfant sait pas parler, voilà. Et c'est pas longtemps dans sa vie, donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué si on touche à un cheveu de sa fille, elle sort les crocs tout de suite. Et je lui dis mais calme-toi, ça va bien se passer. Donc non, elle est rentrée complètement dans sa maternité. Ah mais vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est que Lou, elle appelle plus Steph maman que moi. Moi, on dirait qu'elle fait exprès de pas le dire. On dirait que elle voit que ça m'embête qu'elle le dise pas, donc elle continue. Mais là, ce midi, on était au restaurant et elle appelait sa mère à travers la fenêtre, maman, et je lui dis, et moi, je suis là, je suis là. Et elle appelait sa mère, quoi. Non, c'est rigolo. Et je préfère que ça se passe comme ça. Ouais, les deux ont noué un vrai lien. Ouais, j'appréhendais un peu en me disant, est-ce qu'elle va trouver sa place? Est-ce que je vais pas prendre trop de place dans ce trio, on va dire? Et en fait, non, il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre, super. Chacune à sa place. Lou, elle sait qui aller voir quand elle a faim. Il y en a toujours une maman qui est plus nourriture. Ouais, qui aller voir pour aller jouer. Enfin, du coup, c'est rigolo, elle sait. Ouais, c'est marrant. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner aux filles qui m'écoutent et qui sont en pleine hésitation, allez-y, ça vaut tout l'or du monde d'être maman. Allez-y. Alors oui, l'enfant, il n'aura pas vos gènes, mais c'est encore autre chose, c'est encore plus fort. Ouais. Ce qui va se créer en vous, c'est encore plus fort. Ouais, ça dépasse les gènes. Donc, ouais, vraiment. Voilà, c'est explosif, quoi. Et ce qui est fou, c'est que quand on a sorti Lou de mon ventre, sur le moment, je me suis dit, waouh, je suis maman, je suis pas maman. C'était bizarre. J'ai mis du temps à me dire, je suis maman, en fait. Oui, mais ça, c'est pas très Alors que étonnant. quand elle était dans mon ventre,
Quand elle était dans mon ventre, je l'étais, mais quand elle était là vraiment physiquement, heureusement que j'étais 8 jours avec elle à l'hôpital quand même. Pour me dire, ça y est, maman, je suis... Alors, au début, c'est dur de se le dire, quoi. Ouais, surtout quand tu l'as attendu si longtemps. C'est ça. C'est ça. Non, franchement, c'est magique. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Virginie, d'avoir témoigné sur votre histoire, sur votre parcours de double don. C'est une histoire qui fait tellement envie et qui relativise en fait toutes les histoires de gènes, toutes les questions qu'on peut se poser autour de la transmission de sa génétique ou pas. Enfin, t'as l'air tellement épanouie et Stéphanie a l'air tellement intégrée dans sa maternité que je pense que ça balaye un peu tous les doutes. Et c'est plutôt très bien qu'on ait fait cet enregistrement pour rassurer autour du double don. C'est clair. J'aurais bien aimé entendre ça moi aussi avant, mais après... j'ai eu une femme qui a eu un parcours, on va dire, à peu près similaire et que ça a aidé les choses. Oui. Dans le c'est clair. Enfin, je pense que toi, t'avais la chance d'avoir la réponse à la maison. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, officiellement, aujourd'hui, on a toutes le même nom, quoi. Ouais, ça y c'est est. Top. C'est top. Donc voilà, ça y est, les choses ont bien avancé et demain, on fait nos papiers d'identité avec toutes les mêmes noms. Ah, super, voilà. Super. Bravo à vous, félicitations. Et puis, je te remercie encore beaucoup, Virginie. J'orienterai très certainement, si ça ne te dérange pas, les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés vers ton compte Instagram pour les répondre à des questions. Ouais, avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Constance. À bientôt. Je t'en prie, à bientôt. C'est tout récent en France, la nouvelle loi bioéthique autorise le double don, quand la loi de 1994, révisée en 2011, l'interdisait. Le texte de loi stipulait qu'un embryon ne pouvait être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'au moins un des membres du couple. Autrement dit, le double don de gamètes était interdit, ce qui imposait aux couples hétérosexuels, comme homosexuels évidemment, de se rendre dans un pays étranger, tels que l'Espagne, la Tchéquie, la Belgique, la Grèce ou le Portugal. Le double don est différent de l'accueil d'embryons. C'est une démarche différente dans son approche et dans son process. Le double don nécessite 2 donneurs de gamètes, un donneur de spermatozoïdes et un donneur d'ovocytes comme vous avez pu le découvrir dans l'épisode. L'accueil d'embryons, quant à lui, est une démarche tout autre puisque c'est un couple qui a eu recours à un parcours de PMA qui fait le don des embryons restants de ses FIV. Ce sont des choix qui peuvent être amenés à s'offrir à vous et pour lesquels je trouvais important de vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez faire les bons choix au moment où ils se présenteront à vous. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou noter l'épisode. Je vous propose de vous retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbienpodcast, pour poursuivre la discussion autour du double don ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things
Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.